8h, profitez de votre été. À 6h, 9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs. Et à 8h, toute l'info avec Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Pékin dénonce des agressions quasi terroristes contre des Chinois à Hong Kong. Plusieurs dizaines de manifestants pro-démocratie occupent toujours une partie de l'aéroport alors que l'armée chinoise se déploie à la frontière. On rejoint notre envoyé spécial sur place dès le début de ce journal. 2 ans après l'incendie qu'il avait en partie ravagé, le seul hôpital de Guadeloupe n'est toujours pas totalement opérationnel. Plusieurs milliers de personnes descendent dans la rue pour dénoncer un territoire délaissé. Dans ce journal également, la décrue qui se poursuit sur le front du chômage, moins 0,2 points au deuxième trimestre. Les réparations qui se font attendre aussi sur les centaines de ponts diagnostiqués à risque 1 an après l'effondrement du viaduc Morandi. Et puis les sorties cinéma, c'est mercredi. Le dernier Tarantino ravira-t-il les inconditionnels ? Europe 1. Avec les premières heures du matin, le calme semble être un peu revenu à l'aéroport de Hong Kong, mais la ville reste sous tension au lendemain d'une nouvelle journée marquée par de violents affrontements entre policiers et manifestants pro-démocratie. Pékin passe même à la vitesse supérieure dans ses menaces de répression en mobilisant l'armée, je vous le disais, à la frontière avec le territoire. Sébastien Belzic, vous êtes à Hong Kong pour Europe 1, bonjour. Bonjour. Sébastien, l'escalade dans la violence semble bien difficile à arrêter. Oui, effectivement, une grande partie de la nuit, l'aéroport de Hong Kong a ressemblé à un véritable champ de bataille. Plus de 400 vols ont été annulés, plusieurs centaines de manifestants ont bloqué les accès avec des chariots. Et ce matin encore, il y a des perturbations. Les voyageurs sont totalement paniqués. Beaucoup, notamment de touristes chinois, ont peur et cherchaient à quitter la ville. On a vu une jeune femme crier avec sa valise sur la tête en essayant d'enjamber hier les chariots renversés. Elle criait « Je veux partir, je veux partir ». Et puis cette autre femme également que nous avons rencontrée et qui cherche à rentrer en Chine désespérément. Écoutez. Je veux juste rentrer chez moi. Ça fait vraiment peur de voir tous ces manifestants nous entourer ici. Ça a commencé quand je suis arrivée et ça continue, mais là, je veux vraiment partir. Sébastien, les chars à la frontière, ça veut dire que Pékin n'a vraiment aucune intention de faire des concessions sur ce que réclament les manifestants ? Ah non, aucune concession. Bien au contraire même, les médias chinois ont en effet diffusé depuis hier des vidéos qui montrent une centaine de blindés de l'armée qui font route vers la frontière avec Hong Kong. Alors c'est une façon de montrer évidemment que Pékin ne laissera pas continuer longtemps ces manifestations. Il y a une part de propagande évidemment parce qu'envoyer l'armée chinoise mater les manifestants à Hong Kong ce serait terrible. Mais on ne voit pas non plus de porte de sortie possible ici. Les manifestants sont de plus en plus violents, la ville est paralysée par endroits. Et le gouvernement ne veut rien négocier. On s'attend encore à un week-end de grosses manifestations. Certainement, en tout cas, le gouvernement n'est pas prêt à donner plus de liberté aux Hongkongais. Et on continue à suivre ce dossier avec vous. Merci beaucoup Sébastien Lebelzic, envoyé spécial d'Europe 1 à Hong Kong. L'autre grand titre à la une ce matin, c'est cette colère dans les rues de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est un dossier que l'on suit régulièrement depuis 2 ans sur Europe 1. En novembre 2017, l'hôpital de Pointe-à-Pitre était ravagé par un incendie. Et près de 24 mois plus tard, les conditions de travail pour les médecins et l'accueil des patients restent fortement perturbés. La pénurie de matériel est chose fréquente. Alors les habitants en ont assez, ils ont décidé de se faire entendre. Sophie Echen. De la moisissure sur les murs, des dalles qui tombent du plafond, mais aussi des problèmes d'approvisionnement de matériel et de médicaments. La situation est difficilement supportable dans l'unique CHU de Lille. Le personnel est en grève depuis 1 mois. Hier, ils étaient plusieurs milliers dans les rues de la ville. Parmi eux, Théoda, aide-soignante au service pédiatrique. En ce moment, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre. On n'a pas de climatisation dans mon service. Donc imaginez des bébés de 3 jours, de 10 jours, de moins d'un mois, qui ont des pics de fièvre à 40 degrés. S'il fait 45 degrés dans la pièce, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire baisser cette température. Les plateaux repas des enfants, mais on ne donnerait pas ça à nos chiens. Les salariés réclament notamment la relocalisation de certains services dans les locaux du CHU, le pôle parents-enfants par exemple. Mona Edreville est cardiologue et porte-parole du collectif de défense de l'hôpital. On a l'impression que nous sommes dans une situation de non-assistance en personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, qui concerne évidemment à la fois nous-mêmes, soignants, mais la population. On a une offre de soins qui est éclatée et un parcours de soins du patient qu'on compare à un parcours de soins du combattant. Et l'inquiétude grandit en cette période cyclonique. Le personnel craint de ne pas pouvoir gérer les éventuels dégâts causés par un ouragan ou des inondations. Sophie Echen avec Jérémy Lozio pour Europe 1. L'actualité économique ce matin marquée par les chiffres du chômage. Pour le 2e trimestre, ils viennent de tomber. Chiffres transmis par l'INSEE. 8,5%
c'est une légère baisse de 0,2 points. Olivier Samin, le chômage poursuit sa légère décrue. Oui, c'est le 6e trimestre consécutif de baisse constaté par l'INSEE. 8,5% de chômage, c'est le taux le plus bas depuis début 2009. Souvenez-vous, le début de la crise des subprimes. Il s'agit là du taux de chômage France métropolitaine plus département d'outre-mer. En métropole uniquement, là aussi, la décrue est à l'œuvre. Le taux de chômage s'établit à 8,2% de la population active. Signe encourageant, nous dit l'INSEE, le chômage de longue durée se replie, moins 0,4 points en une année. Repli également du chômage des jeunes. Le taux reste élevé, effectivement, 18,6% de la population active, mais il baisse de 0,6 points par rapport au premier trimestre et d'1,5 point en un an. Les toutes dernières précisions signées Olivier Samin. Merci beaucoup Olivier. Sur le front des incendies, la Grèce appelle à l'aide. Le Premier ministre grec a interrompu ses vacances pour se rendre sur l'île d'Eubée qui continue d'être écrasée par un énorme nuage de fumée. Des centaines d'hectares de pins sont détruits dans une réserve Natura 2000. 500 touristes ont dû être évacués. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Le feu semble décidément impossible à maîtriser. Oui, malgré un grand ciel bleu hier, les habitants et les touristes n'ont pas vu la lumière du soleil de la journée en raison de ces murs de flammes de 30 à 40 mètres de haut et d'un gigantesque nuage de fumée aussi qui a fait tousser jusqu'à Athènes, à 100 km de là. Sur les télévisions locales, on voit des Canadair en action au cœur du brasier avec l'impression que ces moyens sont dérisoires. Et du coup, plusieurs pays européens se mobilisent ce matin, Virginie, et envoient des bombardiers d'eau. La France, notamment, va envoyer un Canadair. Oui, face à ces flammes incontrôlables, le gouvernement grec a déclaré le secteur en urgence nationale et demandé de l'aide à l'Union européenne. Le plan d'intervention incendie mis en place en début d'année a été activé dans la foulée. Il comprend 6 hélicoptères et 9 Canadair, dont un français. Ces 5 derniers jours, les pompiers grecs ont dû faire face à plus de 50 incendies de forêt liés à la combinaison extrêmement inflammable de la sécheresse, des températures caniculaires et des vents violents. Merci beaucoup Virginie Salmen. La suite du journal de Théo Manval. L'Italie s'apprête donc à commémorer ce matin le premier anniversaire de l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Une minute de silence sera respectée sur place à 11h36 précise, l'heure à laquelle le tablier du viaduc a cédé le 14 août 2018, causant la mort de 43 personnes. Ce drame avait été l'occasion d'une prise de conscience en France de l'état inquiétant dans lequel se trouve une grande partie de nos ouvrages. Un pont sur 3 nécessite des réparations. Plus de 1700 présentent un risque d'effondrement. C'est ce qu'avait indiqué un rapport fin juin de la mission sénatoriale à ce sujet. Le viaduc d'Échingan, dans le Pas-de-Calais, faisait partie de ceux classés comme nécessitant une rénovation urgente. Eh bien, un an plus tard, Lionel Gougelot, le chantier traîne en longueur. Bientôt 2 ans que l'on ne circule plus que sur une seule voie sur les 1300 mètres de chaussée du viaduc. Vitesse limitée pour cause de réfection des câbles atteints par la corrosion et de fissures dans le béton. Mais cela ne change pourtant rien aux habitudes des automobilistes comme Dominique. Non, on voit directement la route, c'est tout. Il n'y a même pas de bosse, rien du tout, c'est direct. Moi, j'ai pas peur. Alex habite 70 mètres plus bas sous le viaduc et il reconnaît que le classement l'an dernier du pont comme structure à rénover en urgence l'a fait un peu réfléchir. On sait que psychologiquement, ça travaille tout le monde. Parce que quand on voit ce qui est arrivé en Italie, il y a toujours le facteur risque qui est là, quoi. Dire qu'il n'y aura jamais d'incident, nul ne sait. Risque zéro n'existe pas. Disons, on ne peut pas jamais présager de l'avenir, quoi. Mais en face, Laurence, elle, se dit rassurée par les travaux engagés par la société d'autoroute. Ils sont tout le temps en travaux, à longueur d'année. Il y a toujours des gars qui sont là-haut en train de bosser. Ils viennent avec une espèce de petit hélicoptère une fois par an. Drone, quoi. Un drone, voilà. Et ils font le contrôle complet du... C'est pour ça, le viaduc, il est suivi, quoi. Quand vous entendez parler de corrosion, de béton fissuré... Non, je n'ai pas plus d'inquiétude que ça. Sinon, je pense que je serais partie. Des travaux qui s'achèveront à la fin de l'année. En attendant, la SANEF est toujours en litige avec Bouygues, constructeur de l'ouvrage, pour obtenir des indemnités pour défaut de conception. À Échingan, Lionel Gougelot, Europe 1. Après Google, Amazon et Apple, Facebook reconnaît à présent avoir payé des centaines de sous-traitants pour écouter vos conversations. Après des mois de dénégation, le réseau social admet avoir retranscrit des discussions entre usagers qui avaient lieu sur son application Messenger pour tester ses outils d'intelligence artificielle et mieux calibrer ses publicités. Il assure l'avoir fait avec l'utilisation des utilisateurs dans les conditions d'usage de la plateforme et assure avoir mis fin à cette pratique. Les opéras de San Francisco et de Philadelphie aux États-Unis annulent
annule les représentations à venir de la star Placido Domingo après les accusations de harcèlement sexuel lancées par une dizaine de femmes. Elle dénonce des gestes déplacés, des baisers imposés, souvent à de jeunes artistes en début de carrière, des faits qui remontent parfois à près de 30 ans. Le ténor espagnol dénonce des allégations inexactes, mais reconnaît, je cite, que les normes d'aujourd'hui en matière de comportement avec les femmes sont différentes de ce qu'elles étaient par le passé. Enfin, c'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma avec un film très attendu aujourd'hui, c'est le dernier, Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, il était une fois à Hollywood avec un casting de rêve, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et l'actrice Margot Robbie. Présenté à Cannes en mai dernier, le film était reparti bredouille. Alors a-t-il de quoi séduire le grand public ? Mathieu Charrier l'a vu pour nous. Once Upon a Time in Hollywood est un hommage au cinéma sous toutes ses formes. Il y est donc question de série Z, de western spaghetti, de Bruce Lee aussi. Tous les genres qui ont nourri dans sa jeunesse le jeune Quentin, alors employé d'un vidéoclub pour faire de lui le grand Tarantino que l'on connaît aujourd'hui. Le réalisateur a choisi de situer l'intrigue en 1969 en suivant le quotidien d'une star sur le déclin, Leonardo DiCaprio, et de sa doublure, chauffeur, nounou même, incarné par Brad Pitt. Bon, qu'est-ce qui va pas, mec ? Je suis un spin. Les deux stars hollywoodiennes très complices. Je crois, enfin j'espère qu'on a formé un très bon duo cinématographique dans cette histoire sur l'industrie du film. Je suis d'accord. Vous savez, c'est très agréable de savoir que tu as le meilleur du meilleur en face. C'était vraiment amusant. Et pour pimenter le tout, Tarantino revient en toile de fond sur le massacre de Sharon Tate, perpétré par les adeptes de la secte de Charles Manson. Il n'a pas prévenu Roman Polanski qu'il adaptait son histoire, mais qu'importe selon Tarantino. Eh bien, il sera probablement triste. Le réalisateur qui livre en tout cas son film le plus nostalgique, peut-être même son dernier long métrage en cas de succès, puisque Tarantino a récemment déclaré qu'il ne voulait pas faire le film de trop. Mathieu Charrier pour Europe 1, allez on ira le voir. Ce serait triste que Tarantino s'arrête de faire des films quand même. C'était le journal de Théo Manval. Merci Théo, à tout à l'heure, 9h.